Si l'on estime, pour telle ou telle raison, que la dette publique est un problème, se posera alors la question des moyens de son élimination. Trivialement, il se résume à l'alternative suivante. On se débarrasse de la dette publique, soit en la remboursant, soit en ne la remboursant pas. La première manière de se débarrasser de la dette publique, c'est donc de la rembourser, c'est-à-dire de payer aux différents créanciers le principal qui a été emprunté, sans pour cela réemprunter à nouveau. Il y a deux façons de se donner les moyens de rembourser. Soit on pratique une politique budgétaire adéquate, soit on liquide le patrimoine de l'État. Ce premier moyen, rechercher l'équilibre des budgets, voire de dégager des excédents plusieurs années de suite, permet de rembourser progressivement. C'est ce que l'on appelle les politiques de rigueur, qui ont deux volets, l'augmentation des recettes et ou la diminution des dépenses. Il s'agit d'augmenter les impôts, les taxes, etc. Le deuxième volet des politiques de rigueur, qui est toujours présenté par les États comme une nécessité imposée par la situation économique, c'est la réduction des dépenses publiques. Elle s'effectue en choisissant les secteurs où l'on va injecter moins d'argent. C'est évidemment une décision politique, de même que l'augmentation des impôts, car il va falloir choisir les différents groupes sociaux ou classes sociales qui vont supporter les effets de ces mesures. Pour se doter des liquidités nécessaires au remboursement de la dette publique, on peut également vendre les propriétés de l'État. Car l'État possède un patrimoine, constitué de bâtiments, de terrains, mais aussi d'actifs financiers, parmi lesquels des actions, des participations à des entreprises, mais aussi des bons du trésor d'autres pays, ou divers investissements financiers. Ces différents actifs, financiers comme non financiers, peuvent donc être vendus, cédés au secteur privé, pour remplir les caisses de l'État. Voyons le patrimoine de la République française pour l'année 2010, constitué à plus de 1600 milliards d'actifs non financiers, c'est-à-dire que l'ensemble des bâtiments et des terrains détenus par la République française est évalué à plus de 1600 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les actifs financiers évalués à plus de 800 milliards d'euros. De sorte que l'on peut procéder au bilan du patrimoine de la République française, dont la valeur des actifs s'élève à plus de 2500 milliards d'euros, alors que les passifs, dont la fameuse dette publique, s'élèvent à environ 2000 milliards d'euros. Autrement dit, le solde de ce bilan est positif à plus de 517 milliards d'euros. Cela signifie que si, à un instant donné, la République française vendait l'ensemble de ses actifs et remboursait l'ensemble de ses passifs, il lui resterait dans ses caisses 517,3 milliards d'euros. Alors bien entendu, dans les faits, l'opération n'est pas si simple à réaliser, car vendre la Tour Eiffel, Versailles ou la Corse pose un certain nombre de problèmes. En général, la voie privilégiée par les États pour liquider leur patrimoine, c'est la privatisation. Privatiser, c'est transformer une propriété publique en une propriété privée. Les États, qui détiennent souvent des sociétés ou des entreprises publiques, peuvent les céder, c'est-à-dire les vendre à des propriétaires privés, en les mettant sur le marché. Privatisation qui, en général, entraîne un bouleversement pour la société et pour les personnes qui travaillaient dans ces entreprises publiques, sans pour autant représenter une catastrophe pour tout le monde. La deuxième manière de se débarrasser de la dette publique, c'est de ne pas la payer. Cet événement, le défaut de paiement, doit être envisagé sous le rapport de la spécificité de l'agent économique qu'est l'État. Il peut prendre plusieurs formes et se déroule selon certaines procédures. Détaillons rééchelonnement et restructuration, ainsi que le recours à la Banque centrale, qui peut parfois être assimilé à un défaut de paiement. La manière la plus simple pour un État de se tirer d'une situation d'incapacité à rembourser est d'introduire un délai dans son échéancier, sans pour autant être un véritable défaut,
L'idée est que le créancier reçoive tout de même son argent, mais plus tard. Prenons l'exemple d'un créancier qui posséderait des bons du Trésor arrivant à échéance en 2010. Lorsque l'échéance survient et que le créancier réclame son argent, si l'État n'est pas en mesure de payer, il peut proposer un délai. Et ainsi, lorsqu'en 2015, l'État est à nouveau en mesure de rembourser, il peut le faire. Dans les faits, le défaut total n'existe pas. On assiste toujours à un défaut partiel, c'est-à-dire que l'État ne va rembourser qu'une partie des sommes empruntées. Ainsi, lorsqu'il ne dispose pas des sommes nécessaires à rembourser ce que lui réclament ses créanciers, l'État va devoir décider de restructurer sa dette publique. Restructurer, c'est modifier les sommes remboursées à chacun des créanciers. En général, ces restructurations prennent la forme de négociations entre l'État et les détenteurs de la dette. Négociations qui, le plus souvent, passent par la médiation d'institutions internationales comme le Fonds monétaire international. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les créanciers ont tout intérêt à participer à ces négociations, car c'est leur seule chance de recouvrer une partie des sommes prêtées et de ne pas tout perdre. La restructuration consiste donc à distribuer des sommes inférieures aux créances détenues par les investisseurs. Pour comprendre tout cela, il faut avoir en tête l'idée que l'analogie entre la dette de l'État et celle d'un ménage ou d'une entreprise ne tient pas. L'État est un agent économique d'une autre nature, et les injonctions à gérer celui-ci en bon père de famille manquent souvent de pertinence. Car si le droit peut aider un créancier à récupérer son capital auprès d'un débiteur ne parvenant pas à faire face à ses difficultés financières, nul droit international ne peut contraindre un État à rembourser sa dette. Faire défaut peut en effet relever d'un acte souverain décidé dans l'intérêt général. Le créancier lésé se rappelant alors que tout prêt comporte un risque, et que les intérêts sont là pour rémunérer cette prise de risque. Dans l'histoire, le défaut d'un État sur sa dette n'est pas un événement rare. Voici quelques exemples. La France, l'Allemagne, le Mexique, la Russie, l'Équateur, l'Argentine, et encore plus proche de nous, l'Islande en 2008. La deuxième manière de se débarrasser de sa dette publique sans rembourser la totalité de la somme, c'est de cesser de faire appel à des prêteurs privés réclamant de forts taux d'intérêt et d'emprunter plutôt à la Banque centrale, qui pourra éventuellement financer l'État par création monétaire. Le procédé pouvant générer de l'inflation, il permet en outre de rembourser des sommes inférieures à celles empruntées. L'opération se déroule de la manière suivante. L'État émet des bons du Trésor qu'il propose à la Banque centrale. Celle-ci crée autant de monnaie que nécessaire pour acheter ces bons du Trésor. La Banque centrale verse alors à l'État des sommes d'argent, cette procédure étant assimilable à un prêt, en général à taux nul ou quasi nul. L'État dispose alors des sommes nécessaires, ou bien pour procéder à des dépenses publiques et injecter de l'argent dans l'économie, ou bien pour rembourser une partie de sa dette publique. Mais l'intérêt de cette méthode n'est pas seulement d'avoir des prêts octroyés par la Banque centrale à taux nul ou quasi nul, c'est en fait de pouvoir rembourser aux créanciers des sommes inférieures à celles initialement empruntées, en profitant de l'inflation générée par cette procédure. Cela fonctionne de la manière suivante. L'État, qui dispose d'importantes sommes d'argent que lui a prêté la Banque centrale, va avec ces sommes inonder l'économie d'argent. Cet argent injecté dans l'économie, ne correspondant pas nécessairement à ses besoins en termes de croissance, la situation va produire de l'inflation. L'inflation, rappelons-le, c'est une perte durable de pouvoir d'achat de la monnaie, ou une perte de valeur de la monnaie, lorsque celle-ci est frappée d'inflation. Cela signifie concrètement que même si la valeur faciale de votre billet, par exemple 20 €, n'a pas changé, ce que ce billet permet d'acheter a diminué avec l'inflation.
Eh bien, il en va exactement de même pour les sommes empruntées puis remboursées par l'État. Lorsqu'un créancier a prêté 1 milliard d'euros à l'État, et donc que celui-ci doit lui rembourser 1 milliard d'euros, l'État lui versera plus tard 1 milliard d'euros, c'est-à-dire la même valeur nominale, comme tout à l'heure notre billet de 20 euros, dont la valeur faciale, 20 euros, n'a pas changé. Mais la valeur réelle, c'est-à-dire ce que l'on peut acheter avec ce milliard d'euros, a diminué, car la monnaie a entre-temps été frappée de l'inflation. Autrement dit, l'État rembourse moins que ce qu'il avait emprunté, et le créancier perd de l'argent. C'est en ce sens que cette procédure de remboursement peut être assimilée à un défaut de paiement. Retenons qu'un déficit est toujours un rapport entre deux éléments, les recettes et les dépenses. Il est donc logiquement incorrect de dire « il y a un déficit parce qu'il y a trop de dépenses ». Il faut dire « il y a déficit parce que les dépenses excèdent les recettes ». Réduire les dépenses n'est donc pas l'unique moyen de réduire le déficit. On prendra garde ensuite à ne pas se laisser abuser par des analogies fallacieuses entre des agents économiques de nature différente. L'État n'est ni une entreprise, ni un ménage. Il peut choisir ses revenus par l'impôt, il est censé être immortel, il ne peut être mis en liquidation judiciaire, et ses décisions relèvent de la souveraineté juridique et politique. Enfin, pour poursuivre cette réflexion sur la dette publique, il faudrait se poser les questions suivantes. Dans quelles conditions celle-ci a-t-elle été contractée? Pour quelles raisons l'État s'est-il mis à emprunter? Et pour quelles raisons a-t-il choisi tel ou tel moyen pour le faire? Quels en sont les bénéficiaires? C'est-à-dire, qui détient la dette publique? Et qui tire profit de cette rente? Et enfin, à quel type de politique publique le problème de la dette sert-il de prétexte? Quelles sont les politiques publiques qui se construisent pour répondre à ce problème? Car en admettant même qu'il existe un problème de la dette publique, on s'apercevra alors qu'il n'existe aucun lien nécessaire entre le constat d'un problème de la dette et les politiques d'austérité.